Bonjour à tous, je me présente, je suis Thierry, le propriétaire de ce camping-car Riviera 55P à bord duquel vous allez passer les prochains jours. Je vais vous faire une présentation de ces différents équipements afin de vous rendre votre séjour le plus agréable possible et de vous permettre de profiter au mieux de notre belle région. Nous allons commencer par parler des ouvrants sur cette partie de présentation. Les baies sont des baies à projection. Elles s'ouvrent toutes de la même manière sur l'ensemble du camping-car et disposent toutes des mêmes équipements de confort. Pour les ouvrir, c'est très simple. Il y a ici un petit bouton sur lequel vous devez appuyer pour faire tourner la manivelle, la manette, avant de pouvoir libérer la fenêtre. De la même manière de ce côté-là, puis de ce côté-ci. Voilà. Et maintenant, la baie, comme son nom l'indique, est une baie à haute projection. Chaque clic indiquant une position d'arrêt possible. Évidemment, vous ne devez pas tirer la fenêtre vers vous pour la fermer, mais bien, puisque son nom l'indique, la projeter jusqu'à son sommet afin qu'elle revienne à son point de départ. Vous n'aurez plus qu'à fermer les trois manettes. Là, il n'y a pas besoin d'appuyer sur le petit bouton pour les fermer. On entend le clip, ce qui s'enclenche, c'est une sécurité anti-vol. Toutes les fenêtres de ce camping-car sont équipées de moustiquaires que vous descendez depuis le haut en venant les clipser sur le fermoir en bas. Puis ensuite, le soir, lorsque vous avez la nécessité de faire la nuit, vous pouvez le remonter l'ensemble en le pinçant de chaque côté comme je vous le montre pour arriver à le bloquer là-haut et ainsi obtenir un occultant complet. Concernant les ouvrants de pavillon, deux modèles dans la pièce de vie. Un premier modèle très simple d'utilisation avec une manivelle que l'on tourne dans un sens pour ouvrir, puis dans l'autre pour fermer. Équipé d'une moustiquaire, cela vous permettra de profiter au mieux de cet équipement de confort. Pour les baies un petit peu plus grandes, il suffit d'appuyer sur le bouton rond, puis de libérer la barre en la tirant vers vous. Celle-ci fait ouvrir directement la baie. Évidemment, pour plus de confort, cette baie dispose aussi d'une moustiquaire. Et la nuit, pour éviter d'avoir trop de lumière, elle permet de faire le noir avec l'occultant. Nous sommes maintenant dans la salle de bain pour voir ensemble l'utilisation du dernier lanterneau, un petit peu différent des deux premiers. Celui-ci est équipé d'une moustiquaire comme ceux vus précédemment. Elle s'ouvre sur le côté latéral, puis en pinçant les deux poignées de chaque côté, cela me permet de soulever légèrement le toit de façon à augmenter l'aération. Il ne me reste plus qu'ensuite qu'à remettre la moustiquaire à sa place. Cela permettra d'aérer la douche plus efficacement sans être vue depuis l'extérieur. Bien sûr, elle aussi à fermer après chaque utilisation. Vous aurez soin bien évidemment à chaque départ de bien vérifier la fermeture de l'ensemble de ces ouvrants afin d'éviter toute dégradation du matériel. Concernant la soute, vous trouverez donc à l'arrière du véhicule une soute avec trois points de fermeture. Pensez à les ouvrir avant de tirer sur la poignée pour ouvrir la soute. Ici, un petit taquet en haut. En l'ouvrant, cela me permet de créer une petite accroche qui va maintenir la porte ouverte. À l'intérieur de cette soute, nous allons trouver une table, 4 chaises, ainsi qu'un balai, mais aussi un seau. Il est toujours pratique d'avoir un seau à bord, ne serait-ce que pour aller récupérer de l'eau si par cas il n'y avait pas de robinet. Dans tous les cas, si vous trouvez un robinet, vous avez ici un tuyau qui vous permettra de réapprovisionner en eau les deux réservoirs de ce véhicule. Dans la caisse en plastique, nous l'avons vu tout à l'heure, la rallonge électrique avec l'adaptateur, mais aussi un jeu de cale qui vous permettra de tenir le niveau de votre véhicule de façon à rouler dessus et de vous mettre dans la roue dans la position qui vous conviendra le mieux. À bord se trouve un niveau qui vous indiquera si vous êtes à plat ou pas. Puis une barre permettant l'utilisation du store. Nous y reviendrons tout à l'heure. Voici maintenant les explications concernant les toilettes. Non pas que ce soit la partie la plus agréable du camping-car, mais elle est ma foi fort nécessaire.
Ces toilettes ont une particularité, leurs têtes sont pivotantes de façon à libérer le passage jusqu'à la douche, ce qui me permet de libérer aussi, pour que vous puissiez le voir, la trappe de chasse d'eau qui est un petit peu différente de celle de chez nous, de la maison, puisque vous ne tirez pas dessus mais vous les déplacez de manière latérale. C'est une trappe dans le fond des toilettes qui va ouvrir pour permettre de faire descendre les matières dans la cassette de 25 litres qui se situe en dessous du WC. Celle-ci est accessible depuis l'extérieur, nous verrons tout à l'heure comment renouveler la vidange de celle-ci. Sur le haut, je trouve évidemment un abattant qui me permet d'accéder aux toilettes. Et sur l'arrière, un petit bouton bleu qui n'est ni plus ni moins que la chasse d'eau. Et si j'appuie dessus, ceci étant relié à la pompe à eau, cela permet de faire le rinçage des toilettes comme à la maison. À côté de celui-ci, et je vous insérerai une photo pour vous le montrer de plus près, un petit voyant qui va s'allumer en rouge lorsque le niveau sera plein. N'hésitez pas à renouveler les toilettes un petit peu avant l'allumage de ce voyant, car quand il est allumé, il est souvent trop tard et le niveau est déjà très haut. Vous trouverez aussi, pour l'utilisation de ces toilettes, des dosettes de produits bleus qui sont dans des fioles de 200 ml prévues à cet effet, dans l'armoire au-dessus de l'évier de la salle de bain. Nous avons vu dans un premier temps l'utilisation des toilettes. Nous allons voir maintenant comment vidanger la cassette de réserve. Celle-ci se trouve derrière cette trappe carrée. Je l'ouvre en appuyant sur les deux boutons. Une fois devant la cassette, il y a ici une languette jaune que je soulève légèrement de façon à pouvoir libérer l'ensemble du bloc que je sors en une seule fois. Une fois ce bloc sorti, pour le vidanger, c'est très simple. Un bec verseur me permet de voir où je vais vidanger les matières. Il y a à l'arrière un petit bouton jaune qui sert de décompresseur de façon à éviter le système anti-gloupe. Ensuite, sur le dessus, cette trappe en plastique que j'écarte me permet d'accéder à la vanne. Je vais pouvoir l'ouvrir grâce à ce bouton rond. Cela va me permettre d'accéder à l'intérieur, de pouvoir effectuer le rinçage, puisque une fois le système vidangé, il faut le rincer 1 à 2 fois jusqu'à ce que l'eau soit parfaitement claire. À partir de là, je vais pouvoir relancer un nouveau cycle en mettant 1,5 litre d'eau accompagné d'une des dosettes que je vous ai fait voir tout à l'heure à l'intérieur du véhicule et qui sont dans le placard au-dessus de l'évier de la salle de bain. Voici une photo du détail des toilettes sur le dessus où l'on voit bien à la fois le petit bouton bleu de chasse d'eau et le petit voyant qui s'allume en rouge lorsque les toilettes sont pleines. N'hésitez pas à intervenir avant que celui-ci soit allumé, car une fois celui-ci allumé, les toilettes sont définitivement au maximum de leur contenance. Dans la porte du placard de la salle de bain, vous trouverez 2 types de produits pour renouveler le conditionnement des toilettes, soit des sachets doseurs dans la boîte bleue sur la gauche, soit des fioles de produits. Une fiole correspond à un renouvellement. Ne les jetez pas, nous les conservons car nous les remplissons au fur et à mesure. Concernant l'eau sur ce véhicule, vous bénéficiez d'un petit avantage de volume puisque l'ancien propriétaire avait rajouté un second réservoir de 70 litres dans la soute arrière, ce qui permet à partir de cette vanne qui se trouve ici et à laquelle j'accède avec la clé de cellule, va me permettre d'ouvrir la vanne, puis ensuite dessous, je vais avoir un deuxième bouchon qui va me permettre d'ouvrir. Ensuite, avec un tuyau d'arrosage, je vais procéder au plein jusqu'à débordement, ce qui me permet, avec cette seconde réserve de 70 litres, d'avoir une autonomie d'environ 180 litres sur ce véhicule. Évidemment, les eaux usées qui se trouvent dessous n'ont pas été, elles, élargies. Il faudra donc penser à régulièrement faire le vide afin de pouvoir bénéficier d'une complète autonomie d'eau usée à récupérer sous le véhicule. On se trouve ici et maintenant devant le deuxième réservoir, celui qui était d'origine, donc du coup qui est sous la banquette d'assise à l'intérieur. Là, on a une réserve de 110 litres d'eau auquel on accède de la même manière que précédemment, avec un bouchon que l'on va ouvrir et le remplissage se fera de la même manière jusqu'à débordement. Maintenant que nous avons vu comment remplir les eaux propres, nous allons voir comment vidanger les eaux usées. L'ensemble des eaux du camping-car, que ce soit de la salle de bain, douche et lavabo, ou de la cuisine, de l'évier de la cuisine, l'ensemble de ces eaux usées viennent se regrouper dans un réservoir qui se trouve à l'arrière du véhicule et dessous.
pour les vidanger, rien de plus simple, une vanne quart de tour sur le côté qui se trouve ici. Cela vous permettra d'enlever l'intégralité des eaux usées du véhicule en une seule manipulation. Pour ce faire, vous irez vers un endroit adéquat. Il y en a plus de 5500 sur le territoire national au travers des nombreuses aires de repos que vous trouverez autour de vous durant votre trajet. Nous allons maintenant parler de l'électricité à bord. Évidemment, plusieurs modes de fonctionnement sur un camping-car, mais l'essentiel de l'utilisation de l'électricité se trouve être du 12 volts. Toute la partie cellule de vie à l'arrière est alimentée par une batterie 12 volts qui se rechargera au moyen de 3 terminaux. Le premier sera le moteur. Lorsque vous roulez, l'alternateur viendra charger cette batterie de cellules. Le deuxième moyen sera les panneaux solaires et vous n'aurez rien à faire de particulier pour que dès qu'il y a de la lumière, elle prenne la charge. Le troisième, c'est lorsque vous serez branché au secteur en 220. Cela va vous permettre d'une part d'alimenter le véhicule en 220 et donc d'utiliser les prises prévues à cet effet, mais aussi de faire tourner le réfrigérateur dans cette fonction de 120 volts. Puis ensuite, tout le reste sera tiré sur la batterie 12 volts au fur et à mesure des besoins et nécessités en termes de lumière. Concernant le tableau électrique de ce modèle, il est situé au-dessus de la porte. Donc du coup, nous trouvons plusieurs informations, à savoir en haut à gauche, le petit voyant 230 est allumé, ce qui signifie que je suis bien alimenté sur le réseau du secteur en 220. Cela me permet, si j'appuie sur la batterie, de connaître les niveaux de batterie avant, c'est-à-dire de la batterie moteur, et ensuite de niveau de la batterie cellule. Celle-ci étant connectée au 220, le chargeur fait son office et elle est donc en cours de charge. Si j'appuie sur le bouton précédent, j'obtiens les niveaux d'eau usés et propres. Cela me permet de savoir où j'en suis du niveau d'eau. Donc a priori là, on a le vide un petit peu partout. Ces trois boutons vont me servir à connecter le premier, l'ensemble des luminaires du véhicule. Une sorte de coupure générale qui permet de s'assurer que toutes les lumières sont éteintes en quittant le véhicule. Le second concerne la lumière extérieure, qui vous permettra de vous éclairer le soir en extérieur. La troisième, la pompe à eau, ce qui a toute son importance, nous le verrons dans le chapitre remplissage d'eau. Nous l'avons vu tout à l'heure concernant l'électricité, vous avez possibilité de relier ce camping-car au réseau 220 volts, soit lorsque vous stationnez sur un camping, soit quelques aires de repos en sont équipées. Cela vous permettra d'abord d'alimenter le frigo en 220 volts, ce qui donnera son rendement optimal à celui-ci, soit pour utiliser les prises de 120 volts à l'intérieur du véhicule, mais aussi cela permettra de recharger la batterie de votre véhicule et donc de pouvoir continuer à utiliser l'éclairage à l'intérieur sans avoir à vous soucier de la contenance de la batterie et de sa capacité à résister à cette utilisation. Pour cela, c'est très simple, une trappe dans laquelle se trouve une prise électrique. Ici, la prise électrique qui est fournie et qui se trouve dans le coffre à l'arrière du véhicule. Cela va me permettre de me brancher directement à celle-ci. Et de l'autre côté, je vais être relié au 220 volts. À partir du moment où c'est relié, mon indicateur à l'intérieur, et nous l'avons vu sur le panneau électrique, indiquera la présence du 220 volts à l'intérieur et vous pourrez utiliser l'électricité sans limitation. Le câble de raccordement se trouve dans la soute à bagages, ainsi qu'un adaptateur vous permettant de passer d'une prise européenne à une prise française. Parlons maintenant du gaz à bord de ce véhicule. Vous trouverez à bord de ce véhicule 2 bouteilles de 13 kg accessibles par une soute extérieure que nous irons voir ensuite. Commençons par les appareils à l'intérieur du véhicule qui fonctionnent au gaz. Premièrement, la gazinière, ensuite le four, plus étonnamment le frigo, mais aussi le chauffage et le chauffe-eau. Commençons par le frigo. Les frigos des camping-cars ont une particularité, ils sont ce que l'on appelle trimix, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent sur 3 énergies possibles, qui vont être le 12 volts lorsque le véhicule est en circulation, ensuite le 220 volts quand vous êtes relié au secteur, regardez la partie branchement électrique de cette vidéo, mais aussi le gaz. Pour cela, le système est très fonctionnel puisque sur celui-ci, nous avons la chance d'avoir un modèle automatique. Ce modèle, en effet, fonctionne de manière automatique avec toutes les énergies. Il suffit pour cela de tourner le bouton vers la position automatique. Celui-ci va aller chercher l'énergie
la plus disponible. Il commencera par sélectionner le 220 volts si vous êtes branché au secteur. Si ce n'est pas le cas, il passera en mode gaz comme nous venons de le faire actuellement. Et lorsque vous démarrerez et que vous roulerez avec le véhicule, il passera de manière automatique en 12 volts. Vous avez évidemment possibilité de forcer sur ce système si par exemple vous ne souhaitez pas l'utiliser en 220 volts alors que vous êtes branché, vous pouvez le laisser en fonctionnement au gaz. Vous avez sur la gauche un petit bouton avec un voyant rouge qui vous indique que le système est allumé. Il s'agit d'un système de suralimentation par ventilation, ce qui permet de faire circuler l'air plus vite derrière le frigo et donc d'en améliorer le rendement. Le four, quant à lui, il y a une petite sécurité. Je lève la languette avec le pouce. Cela me permet d'ouvrir le four. Son système d'allumage est sur le côté droit de la plaque du frigo. Je le tourne en le maintenant appuyé de façon à ce que le petit clic finisse par enflammer le gaz. Et là, on voit au fond le gaz s'allumer. Au bout de quelques secondes, je peux relâcher le petit clips. Le four est engagé. La commande de chauffage est couplée avec la commande de chauffe-eau. Elle se trouve sur le côté du lit arrière du véhicule. Cette commande Truma est très simple d'utilisation. Je peux soit choisir le mode 40 degrés ou le mode 60 degrés. Et dans ce cas, je ne serai qu'en mode chauffe-eau. Donc le voyant orange et vert m'indique que le système est en fonctionnement. Si je redescends vers le bas, la petite flamme m'indique que je suis en mode chauffage. Et si je veux coupler le mode chauffage assisté du mode chauffe-eau, je vois que le petit voyant orange revient. Le voyant vert est lui l'indicateur à la fois de chauffage et de fonctionnement. Et les numéros qui se succèdent en tournant la partie noire centrale n'est ni plus ni moins que le thermostat du chauffage. Quelques secondes pour vous parler de la plaque de gaz. Celle-ci fonctionne comme à la maison. Un petit piezo sur le côté gauche. Je vous insérerai une photo pour vous le faire voir tout à l'heure. Vous appuyez dessus tout en tournant le bouton et en le maintenant appuyé. Chaque feu est équipé d'un petit thermocontacteur. Tant que celui-ci n'est pas chaud, le gaz se coupera automatiquement. Il suffit pour le faire chauffer de maintenir le bouton appuyé pour bien signifier au système que l'on veut allumer le gaz et que ce n'est pas une erreur de manipulation. Sur cette photo, vous pouvez voir le fameux piezo de la plaque de cuisson que j'ai entouré d'un rond bleu pour mieux vous le signaler. Nous voici maintenant à l'extérieur près de la porte de la soute à gaz. Donc la porte s'ouvre avec la clé de cellule. À l'intérieur, 2 bouteilles de gaz de 13 kg. L'une est en réserve, la seconde est en cours d'utilisation. Une bouteille de 13 kg correspond à l'utilisation d'une gazinière pour une année complète pour une famille de 4 personnes. Autant vous dire qu'avec 2 bouteilles, vous avez une autonomie qui est largement suffisante pour votre séjour. La première bouteille est engagée. Nous allons voir comment engager la seconde si par cas vous arriviez à la fin de la première. Donc nous voyons sur cette vidéo que la bouteille du fond est actuellement engagée puisque l'indicateur indique que c'est celle du fond qui est en fonctionnement. Pour enclencher la première, rien de plus simple, je retourne la vanne et la pointe de flèche donc pointera vers cette bouteille. Je n'ai plus ensuite qu'à ouvrir la vanne de façon à libérer le gaz dans le circuit. Voilà, le changement a été fait et vous êtes passé de la bouteille du fond à la bouteille du devant. Donc nous allons voir maintenant l'utilisation de la dinette et des lits. Donc la dinette se situe c'est la partie avant où l'on peut déjeuner. Cette table dispose d'une rallonge, ce qui permet d'être plus à l'aise pour déjeuner et donc de ne pas être tous collés. Les sièges avant, en cliquant sur la partie orange qui se trouve sur le côté, cela permet de faire demi-tour au siège avant et donc du coup toujours pareil d'être un petit peu plus à l'aise autour de la table. Pour la partie nuit, c'est très simple. Cette table va nous servir d'appui. Elle se soulève et se décroche pour venir se reposer sur le support prévu à cet effet un petit peu plus bas. À partir de là, j'appuie sur le bouton sur le côté du pied pour lui permettre de se plier en deux, ce qui me permet d'obtenir une hauteur d'environ 40 cm.
et de faire un plancher à un niveau plat pour le lit. De ce côté-là, en soulevant la banquette, j'accède à la deuxième partie du lit qui va faire la jonction entre les deux. Il s'agit tout simplement de soulever légèrement le banc pour qu'il avance et vienne rejoindre l'autre partie. J'utilise ensuite les mousses d'assise puis de dossier pour venir compléter ce côté du lit. Pour l'autre côté, en attrapant la banquette au dossier, j'enlève le petit retour qui est scratché et cela me permet d'avoir le dernier morceau à la taille exacte du système. Voici le lit composé pour faire dormir 2 personnes supplémentaires. Nous allons maintenant voir comment utiliser le store qui se trouve sur ce Riviera 55T. Pour ce faire, j'ai récupéré la barre équipée d'un crochet qui se trouve à l'arrière dans la soute. Elle se fixe à ce petit crocheton qui se trouve sur le côté du store et je le déploie en tournant la manivelle d'une manière tout à fait classique. Je vais le déployer sur environ 1 mètre, 1 mètre 50 jusqu'à pouvoir accéder aux 2 pieds qui se trouvent à l'intérieur. Une fois le store sorti sur environ 1,50 m, je vais pouvoir sortir le premier pied de la manière suivante. Tout simplement en passant mes doigts et en attrapant la molette qui se trouve derrière, je vais tirer le pied pour qu'il s'extrait de derrière sa réglette. Je vais ensuite le dégager sur toute la longueur pour lui faire prendre un angle de 90 degrés. Une fois la molette dévissée, le pied va venir toucher le sol pour supporter le store. J'opérerai de la même manière concernant le second pied avant d'ouvrir de manière plus large le store jusqu'à sa largeur maximum de 2,50 m. Pour le second pied, nous procéderons de la même manière, toujours en tirant sur la petite molette pour écarter le pied de du support en aluminium. Je le tourne ensuite sur le côté, puis la petite molette va me permettre de venir toucher le sol avant de la bloquer pour préserver ma hauteur. Il ne me reste plus qu'avec la manivelle à ouvrir le store jusqu'à sa longueur, jusqu'à sa largeur maximum de 2,50 m. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Dans tous les cas, pour la moindre question ou interrogation, vous pouvez me contacter sur mon numéro de portable et avec ce numéro sur Messenger ou sur WhatsApp. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent séjour dans notre belle région.